Dans le talon de l'Italie, le Salento est à la pointe la plus méridionale des Pouilles. Suspendu entre la mer Ionienne et la mer Adriatique, il forme aussi la partie la plus riche d'histoire et de culture de la région. Entre ces deux étendues de mer et au milieu des champs d'oliviers centenaires, s'élèvent de façon surprenante, dans cette région parmi les moins cossues d'Italie, de petites villes enluminées de volutes baroques. Lecce, le chef-lieu du Salento, est la plus époustouflante de toutes et elle a même donné son nom à cette forme de baroque, le baroque leccese. Mais elle n'est pas la seule. Ostuni, Nardo ou Gallipoli, pour ne citer que celle-ci, constituent chacune à leur manière de véritables joyaux du baroque leccese. De tels prodiges, ces villes les doivent au mouvement de la Contre-Réforme qui destine la province la plus orientale d'Italie à glorifier plus que tout autre la foi catholique. Mais ces villes doivent aussi leur beauté si particulière à un trésor enserré dans la terre aride de ce midi de l'Italie. La pierre de Lecce, une pierre malléable au grain fin, couleur de miel, une aubaine pour les artisans d'hier comme pour les artistes d'aujourd'hui. Les édifices anciens de Lecce doivent leur existence à une main-d'œuvre qui, à force d'un travail prodigieux, a fait naître ces façades magnifiques par leur mouvement, par les jeux d'ombre et de lumière formés dessus par la sculpture. C'est à Lecce, en effet, près de la côte orientale des Pouilles, que l'histoire orchestre à partir du XVIe siècle la rencontre entre cette pierre particulière et le génie baroque. Sur la Piazza del Duomo, la place centrale de la ville, la cathédrale, le palais épiscopal et celui du séminaire prennent leur apparence actuelle en réponse à deux événements. Le Concile de Trente, qui lance la Contre-Réforme pour déjouer le protestantisme naissant, et la bataille de Lépante en 1571, qui met fin à la menace turque. Dès lors, les évêques de Lecce vont s'attaquer à transformer leur ville en une véritable Rome du Sud. Pour réaffirmer l'hégémonie de l'Église catholique, ils commencent par imposer un nouveau saint comme patron à la ville, Sant'Oronzo, qu'ils font trôner en majesté au cœur de la cité. Le clocher, qui est l'un des plus hauts d'Italie, a été érigé en l'honneur de Sant'Oronzo. Et en haut de la cathédrale, on peut voir là encore Sant'Oronzo qui se tient sur une espèce d'arc. En réalité, ce n'est pas un arc, ce sont des nuages. Et il est soutenu par deux anges qui le portent au ciel après son martyre. Partout dans le centre de Lecce se révèlent ainsi les façades somptueuses d'églises, comme celle de Saint-Irénée, qui par la richesse de leur décoration s'attache à reconquérir les fidèles. Mais la Lecce baroque doit se couler dans une cité multimillénaire, fondée par les Grecs et animée du temps des Romains, comme le révèle l'amphithéâtre près de la place Sant'Oronzo. Elle doit aussi s'adapter aux dessins resserrés des ruelles du Moyen-Âge, quand Lecce accueillit notamment des communautés de moines chargés de lutter contre l'influence culturelle de Constantinople. Dans ces rues étroites, ce sont surtout les aristocrates qui se font une place. Pour ces familles, le baroque est le moyen d'afficher leur prospérité, comme en atteste le palais de la famille Carrozzo dans la Via del Palazzo dei Conti. Ce palais a une structure datant du XVIe siècle, mais il a été entièrement reconstitué à l'intérieur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les cours intérieures permettent de faire entrer la lumière, alors même que les rues sont peu lumineuses. Tous les appartements donnent sur ces cours, y compris ceux de représentation, qui doivent être très éclairés. La particularité de ce palais est sa façade concave, avec ses magnifiques balcons et ses encorbellements sculptés de figures. Cette forme de façade permettait de faciliter l'entrée et la sortie des carrosses du palais. L'abondance de commandes de la part de l'Église comme de la noblesse fait vibrer la petite ville, au XVIIe et XVIIIe siècle, d'une frénésie d'activités artistiques. Pour y répondre, les artisans, même les plus modestes, rivalisent d'inventivité.
Le territoire de Lecce ne possède ni forêt ni carrière de marbre. On ne pouvait donc pas faire de statues en bois, on ne pouvait pas faire de statues en marbre non plus. Alors, on a fait des statues en papier mâché. C'est un matériau pratique car peu onéreux, uniquement fait de bandes de papier. Même la colle était un matériau basique. Ça permettait de répondre aux exigences de la contre-réforme qui visait à glorifier l'Église. Le saint devait être le plus fastueux qui soit, le plus proche des gens, le plus riche, le plus réaliste et le plus baroque possible. Baroque dans le sens dynamique du terme, avec beaucoup de draperies, d'évocation de la réalité. Même d'une réalité presque exagérée, plus expressive encore, plus baroque au sens large. Un style omniprésent dans les églises de Santa Maria del Carmine, comme dans la plupart des églises du centre historique. Mais Lecce, cette cité de sculptures et de façades ouvragées, n'aurait jamais vu le jour sans l'existence, sur tout le territoire, d'un sol généreux en roche calcaire. Dans ces carrières, comme celle de Mallier, à 30 km plus au sud, les hommes se sont échinés pendant des siècles à extraire à main nue des tréfonds de la terre des blocs monumentaux. Ces blocs énormes étaient extraits sans la technologie qui existe maintenant, à la main, avec de simples leviers de fer. Des masses informes étaient extraites, puis chargées sur des charrettes à cheval et transportées jusqu'à Lecce. Le voyage durait 2 à 3 jours. Il fallait passer par des chemins bordés de murs en pierre sèche. C'étaient des routes très étroites et parfois, des blocs heurtaient ces murets et tombaient. Cette pierre, par sa malléabilité, a rendu possible la création de statues et d'ornements d'une telle richesse, d'une telle finesse. Seul le travail sur un tel matériau, tendre et facile à transformer, permet de créer ces jeux d'ombre, avec la lumière et avec le soleil, qui lui donnent toute sa magnificence. C'est comme ça que les bas-reliefs et les frises prennent une telle ampleur. Et toutes ces beautés architecturales du baroque se trouvent non seulement à Lecce, mais elles sont aussi à Gallipoli, à Nardo, à Casarano. Tout le sud du Salento est florissant de délicatesse baroque. De fait, depuis les carrières de Mallier, la route du Salento révèle d'autres joyaux du baroque leccese. En particulier, la petite ville de Nardo, avec en son cœur l'une des plus belles places d'Italie, bordée de palais, d'églises et de monuments parés de volutes élégantes et de statues ciselées. Et en son centre, une Madone s'élève sur une colonne à près de 20 mètres de haut. Enfin apparaît, à 40 km au sud-ouest de Lecce, sur la mer Ionienne, la cité fortifiée de Gallipoli. Sur ces eaux, du XVIe au XVIIIe siècle, circulent les navires transportant l'abondante huile d'olive des Pouilles qui sert à illuminer toutes les métropoles européennes, de Paris à Berlin, de Londres à Moscou. Les habitants de Gallipoli s'enrichissent, et parmi eux, une corporation en particulier, celle des débardeurs, qui chargent et déchargent les navires. Dans les années 1660, ils dédient une partie de leur fortune à l'édification de l'église Santa Maria della Purita, face à la plage. Ici, plus que la sculpture, c'est la peinture qui est en majesté.
C'est une église exceptionnelle par la richesse de ses décorations et surtout pour la quantité incroyable de peintures qui ont parachevé sa décoration entre le XVIIe et la fin du XVIIIe siècle. On peut comprendre ici ce que signifie le baroque propre à Gallipoli. De vastes toiles qui recouvrent les murs, des gravures ornementées en bois, le pavement en faïence, les autels tout en marbre. C'est le triomphe de la couleur. Mais en cette période de contre-réforme, l'Église ne se sert pas seulement de l'art et de l'architecture pour regagner des âmes. Le pouvoir ecclésiastique, celui des jésuites notamment, a compris l'importance de la musique pour atteindre le cœur des fidèles. Dans l'église Saint-François d'Assise, à la pointe de l'île de Gallipoli, se découvre l'un des plus anciens orgues de la petite ville. Ces orgues-là chantent aussi. Ils accompagnent le chant, certes, mais ils sont avant tout créés pour chanter eux-mêmes, comme le veut la tradition italienne, et plus précisément la tradition méridionale. Mais dans ces pouilles, empreintes de traditions antiques, la musique sacrée a dû accueillir les rythmes païens d'une danse locale, la tarentelle, des rythmes issus, dit-on, d'un rituel purificateur contre les piqûres d'une araignée mythique appelée tarentule. Quand nous entendons des airs de tarentelle intégrés au répertoire sacré de l'époque, nous ne devons pas les considérer comme un prétexte pour attirer l'attention des fidèles ou pour rendre la liturgie plus attrayante, mais comme une façon d'intégrer au catholicisme ce procédé païen d'exorcisme dans le cadre de la contre-réforme. Nel contesto della Controriforma, riutilizzata in senso cattolico. Dans les Pouilles, l'art des volutes et des envolées lyriques a su épouser une terre âpre, imprégnée de paganisme, et l'Église catholique assurer sa suprématie. Sur cette pointe méditerranéenne, tout au bout de l'Italie, l'araignée s'est faite enjôler par le chant des anges.